Bonjour, bienvenue à cette conférence de Québec Océan et du département de biologie de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Legland. Il vient de l'Institut méditerranéen d'océanologie, ex-Marseille Université, à Marseille, en France. Le titre de sa présentation est La circulation et la limitation par les nutriments contrôlent les gradients de diversité du phytoplancton à l'échelle planétaire. Bonjour à tous et merci d'être venus à ma présentation. Donc, comme il a été dit, je m'appelle Guillaume Legland et je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, je vais présenter ma modeste contribution à la compréhension des gradients de diversité du phytoplancton. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'ils sont contrôlés par les ressources et par la circulation océanique bien davantage que par la température. Alors, on m'a invité à faire cette présentation et au départ, je ne savais pas combien de temps j'aurais. Donc, j'ai ressorti une présentation que j'ai faite à Laszlo qui était censée tenir en 12 minutes. Alors, j'ai rajouté, quand hier on m'a dit que j'aurais 30 à 40 minutes, j'ai rajouté quelques détails, notamment sur les méthodes, pour que ce soit plus clair. Et s'il reste du temps à la fin, je peux aussi présenter un peu des détails des résultats de mon modèle, qui est extrêmement riche, c'est un modèle qui prévoit la diversité partout dans l'océan, donc à toutes les longitudes, latitudes, profondeurs, saisons, et suivant plusieurs axes de traits. Et on pourra discuter de si les sorties de mon modèle sont réalistes ou pas. Alors, tout est parti d'une question relativement simple. Dans notre équipe, nous nous sommes demandé euh, quel processus pouvait expliquer la coexistence entre un grand nombre d'espèces de phytoplancton dans les mêmes masses d'eau. Alors, je pense que vous connaissez tous un peu le paradoxe du plancton. Tous les phytoplanctons consomment à peu près le même nutriment, sauf les diatomées, ils consomment en plus de la silice. Et donc, a priori, on pourrait s'attendre, à cause de l'exclusion compétitive, à ce que seule l'espèce qui a la plus forte affinité pour le nutriment limitant domine, éventuellement deux espèces, une de diatomée et une autre. Mais dans la réalité, on observe que des centaines d'espèces peuvent coexister. Alors, ça fait longtemps qu'on a énoncé ce paradoxe et il y a déjà plusieurs explications qui ont été proposées. Et pour simplifier, je vais les divisé en deux catégories. D'abord, des processus locaux qui existent à toutes les échelles spatiales. Par exemple, le zooplancton peut brouter préférentiellement les proies les plus abondantes, ce qui permet à des espèces moins abondantes, dont la croissance est plus lente, de malgré tout rester dans le milieu. Un autre processus local, c'est les mutations aléatoires, puisque pour rappel, le phytoplancton peut se diviser jusqu'à une fois par jour. Donc des milliers de générations peuvent se succéder en quelques années. Et c'est suffisant pour voir apparaître régulièrement de nouveaux traits dans le phytoplancton. De l'autre côté, la dispersion par les courants est aussi un processus de coexistence. Imaginez une région, par exemple une région froide, qui favorise l'espèce que je représentais en bleu, et une région chaude qui favorise l'espèce en rouge. Donc ces deux régions vont sélectionner deux espèces différentes, mais s'il y a du mélange par les courants entre ces deux régions, on va avoir à chaque endroit une espèce dominante bien sûr, mais aussi des migrants venus d'autres régions. Donc pour répondre à cette question, nous avons développé le modèle SPEED 3D, un modèle écoévolutif de phytoplancton qui est couplé à un modèle de circulation générale MIT-GCM, donc à l'échelle mondiale en 3 dimensions. Et donc ce modèle permet
de représenter l'effet de la dispersion par les courants sur la diversité et de séparer ce processus des processus locaux. Et nous nous sommes aussi demandé pourquoi certaines régions avaient plus de diversité que d'autres. Enfin, comme les communautés qui sont plus diverses sont généralement supposées s'adapter plus facilement à des changements de leur environnement, nous allons terminer par quelques hypothèses sur la réponse des communautés de phytoplancton au changement climatique futur. Alors, la diversité, c'est un concept extrêmement vaste et qui peut faire, je pense, des nœuds dans le cerveau de beaucoup de gens. Dans notre modèle, nous sommes intéressés à un type spécifique de diversité qu'on a appelé la diversité fonctionnelle. Toutes les cellules de phytoplancton présentes dans notre modèle diffèrent par 3 traits. La taille, l'irradiance optimale et la température optimale. Alors pour la taille, nous avons supposé que les petites cellules, comme par exemple les cyanobactéries, ont besoin de peu de nutriments, mais n'ont jamais de taux de croissance très élevé. Et à l'inverse, les grandes cellules, comme les diatomées, que vous voyez ici en bleu plus clair, peuvent croître très rapidement, mais ont besoin de beaucoup de nutriments. Pour ce qui est de l'irradiance optimale et de la température optimale, chaque cellule a vraiment un optimum et croît moins bien en dessous et au-dessus. Cependant, il y a une différence, c'est que pour l'irradiance, il vaut mieux qu'une cellule ait plus que son optimum. Il peut y avoir un peu de photoinhibition, mais c'est toujours mieux que de n'avoir pas de lumière du tout. Pour la température, c'est l'inverse. Chaque cellule a sa température optimale de croissance. Si la température est plus faible, la croissance est ralentie. Mais dès qu'on est à 5 degrés ou plus au-dessus de l'optimum, la croissance est complètement arrêtée. Ça, c'est un résultat qui vient d'un article de Epley d'il y a 50 ans et qui n'a pas été démenti depuis. Pour le phytoplancton, c'est plus facile de survivre à des températures trop froides qu'à des températures trop chaudes. Et donc, ce que je vais appeler espèce dans mon modèle, c'est pas vraiment l'espèce taxonomique. Une espèce va être définie comme une combinaison unique de ces 3 traits qu'on peut représenter sur un cube conceptuel. Et ce que je vais appeler diversité, c'est combien de ces espèces peuvent coexister dans un même échantillon. Il y a 2 manières de représenter cette diversité. L'approche classique, qu'on appelle approche discrète, qui est l'approche habituelle, par exemple, dans le modèle Darwin, c'est celle que Maxime a présentée hier lors de sa soutenance. Dans cette approche, l'espace des traits est échantillonné de manière discrète. Par exemple, on peut avoir 26 classes de taille. Et pour chaque classe de taille, il y a une équation différentielle qu'on résout numériquement par ordinateur et qui donne l'évolution dans le temps de l'abondance de cette espèce. Alors, si les espèces ne diffèrent que par la taille, très bien, mais s'il fallait aussi 26 classes de température optimale et 26 classes d'irradiance optimale, on aurait fait le calcul, 26 fois 26 fois 26, il y aurait plus de 10 000 espèces à représenter. Et ça, en temps de calcul, c'est assez rude. Et en plus, généralement en écologie, on ne s'intéresse pas vraiment au devenir individuel d'une espèce, en tout cas quand il y en a des milliers dans notre environnement. Donc, ce qu'on a fait pour le modèle SPID, pour pouvoir avoir vraiment plusieurs traits, c'est qu'on a utilisé une autre approche qu'on appelle continue. Et dans cette approche, il n'y a que... alors pour un trait, il n'y a que 3 variables d'état. La biomasse totale, la valeur moyenne du trait, par exemple la taille moyenne des cellules de notre communauté,
et la variance. Donc, quelle diversité de taille est-ce qu'il y a? Alors, la variance, on va s'en servir comme d'un estimateur de diversité. Alors, quand il y a plusieurs traits, ça fait plus de variables. Mais par exemple, pour 3 traits, il faut une biomasse, 3 traits moyens, 3 variances et aussi 3 covariances. Donc, ça fait seulement 10 variables d'état au lieu de 10 000. Alors maintenant, comment est-ce que on trouve des équations différentielles pour ces moyennes et ces variances? Alors, mon encadrant, quand j'ai commencé ce projet, Sergio Vallina, aimait dire que j'étais le sorcier du modèle SPEED, le sorcier mathématique du modèle SPEED, parce que euh, pour lui, les mathématiques, c'était un peu de la magie. Alors, je dis ça dans un sens positif, il était admiratif des équations que j'écrivais, mais pour moi, les mathématiques, ce n'est pas de la magie. Je pense que ça doit, ou au moins ça peut s'expliquer. Donc, j'aimerais dire en quelques lignes, pour ceux qui sont capables de comprendre, d'où viennent les équations du modèle continu. Mais comme Sergio est quelqu'un à qui il est difficile de dire non et que maintenant j'ai une réputation à tenir, dans 2 ou 3 diapositives, je vais quand même faire un tour de magie. Alors, on va commencer par le cas avec un seul trait. C'est plus simple. Donc ce trait, on l'appelle X, par exemple, c'est la température optimale d'une cellule. Et on peut attribuer à ce trait une densité de distribution P de X. Donc si P de X est élevé pour X égale à 20 degrés, c'est que beaucoup de cellules sont adaptées à la température de 20 degrés. Et si on intègre cette densité, on a notre première variable d'état, qui est la biomasse de la communauté. Et on peut aussi définir le taux de croissance. On associe un taux de croissance à chaque espèce. Alors ce taux de croissance, je dis qu'il dépend de X, mais il dépend aussi des nutriments, de la température, de la lumière. Et pour pouvoir développer nos calculs, on va devoir faire une expansion de Taylor à l'ordre 2 du taux de croissance. Donc on dit le taux de croissance d'une espèce donnée, c'est A de X, donc est égal à A de X bar. X bar, c'est la moyenne. Donc A de X bar, c'est le taux de croissance de l'espèce la plus abondante. Et ensuite, on va rajouter des termes correctifs pour dire que l'espèce X n'a pas exactement les mêmes propriétés que l'espèce la plus abondante. Donc un terme d'ordre 1 qui dit que par exemple, s'il fait plus que 20 degrés, les espèces qui sont adaptées à plus de 20 degrés vont croître plus vite, et celles qui sont adaptées à moins de 20 degrés vont croître plus lentement. Ça, c'est le terme d'ordre 1. Et on rajoute un terme d'ordre 2 pour dire que les espèces qui ont des températures optimales très froides ou très chaudes ne vont pas croître rapidement s'il fait 20 ou 25 degrés. Et on peut se servir de ce développement de Taylor pour développer l'équation de la biomasse. Donc, la dérivée de la biomasse par rapport au temps, c'est l'intégrale de la densité fois le taux de croissance. Et si on fait vraiment le développer cette intégrale en remplaçant A par les 3 termes qu'on a vus plus haut, on obtient cette équation. Donc, le taux de croissance de la biomasse totale, c'est le taux de croissance de l'espèce dominante, plus un terme correctif qui est le plus souvent négatif. Puisque en général, l'espèce dominante n'est pas trop mal adaptée à son environnement, et les espèces qui s'écartent de l'espèce dominante ont généralement un taux de croissance plus faible. Donc, on peut dire que sur un point
Donald Trump ne se trompait pas complètement que la diversité est nuisible à la productivité primaire. Et on peut, en faisant le même type de calcul, développer les équations du trait moyen et de la variance en utilisant deux variables intermédiaires, le trait moyen par la biomasse, qui s'exprime par une intégrale assez simple, et pour la variance, la biomasse multipliée par la variance plus le trait moyen au carré. Et la biomasse et ces deux variables intermédiaires ont aussi une autre propriété intéressante, c'est qu'on peut les advecter et les diffuser à souhait. On peut transporter ces trois quantités par les courants marins. Et simplement, on déplace de la biomasse d'une case à une autre, ou on déplace du P fois X bar d'une case à une autre. Alors ça paraît bizarre dit comme ça, mais la moyenne en soi ne peut pas être transportée par la même équation que la biomasse. Alors voici les équations qu'on obtient. Donc j'ai déjà commenté la première qui est celle de la biomasse. La deuxième équation, elle dit en substance que le trait moyen s'adapte par sélection écologique en fonction du signe de la dérivée du taux de croissance. Donc ça veut dire que l'espèce qui a le taux de croissance le plus rapide devient de plus en plus dominante. Donc par exemple, si l'espèce la plus abondante a une température optimale de 20 degrés et qui fait 25 degrés, d rho sur d rho x sera positif, et donc la température optimale moyenne de la communauté va augmenter jusqu'à ce que la communauté soit parfaitement adaptée à son nouvel environnement. Et l'adaptation est d'autant plus rapide que la diversité est élevée. Donc là, contrairement à l'équation précédente, la diversité joue un rôle positif. Imaginez que vous êtes dans un environnement où la température oscille entre les saisons entre 15 et 25 degrés. Il faut que la composition de la communauté puisse changer entre les saisons pour que le taux de croissance soit maximum. Et pour que ce changement de composition ait lieu, il faut qu'il y ait de la diversité qui préexiste. Donc, dans un environnement variable, il faut de la diversité pour rendre à la photosynthèse sa grandeur. Et pour ce qui est de la diversité, puisque je vais supposer que la variance, c'est la diversité, on a trois termes. Le premier, c'est ce qu'on appelle du filtrage environnemental, c'est-à-dire que dans la mesure où l'espèce la plus abondante est bien adaptée à son environnement, elle va avoir tendance à exclure tous ses concurrents jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule espèce. C'est à cause du filtrage environnemental qu'il existe le paradoxe du plancton dont j'ai parlé plus tôt. Mais on va aussi rajouter du broutage préférentiel et des mutations qui, elles, augmentent la diversité et donc compensent le filtrage environnemental. Et il y a aussi un autre terme qui n'est pas dans ces équations mais qui crée de la diversité. C'est ce dont j'ai parlé au tout début, la dispersion par les courants. Que si on mélange deux communautés qui sont adaptées à des températures différentes, par exemple une communauté adaptée à 15 degrés, une autre à 5 degrés, il se peut qu'il n'y ait aucune diversité dans aucune de ces deux communautés, mais si on les mélange ensemble, on a une communauté dont la température optimale moyenne est de 10 degrés et dont la variance, dont l'écart type est de plus ou moins 5 degrés. Et c'est là que je dois tenir ma parole et faire de la magie. Donc, abracadabra. Et maintenant, j'ai transformé le trait moyen x bar en un vecteur de trait moyen, donc qui est un vecteur qui a trois éléments, la taille moyenne, la température optimale moyenne et l'irradiance optimale moyenne. Les variances, je vais transformer la variance en une matrice de covariance.
Donc il y a les variances de chaque trait et les covariances entre les traits dans une matrice 3-3. La dérivée du taux de croissance est devenue un gradient et la dérivée seconde est devenue une matrice hessienne. Et ce qui est intéressant, c'est que si on accepte ces changements, ben, on a exactement les mêmes équations. Donc, un taux de croissance de la biomasse, donc il est corrigé pour les espèces moins abondantes. Une sélection écologique qui sélectionne les espèces les mieux adaptées. Et pour la diversité, un équilibre entre filtrage, broutage préférentiel et mutation. Enfin, pour expliquer les résultats qui vont suivre, il faut que j'introduise une dernière variable. Si on a plusieurs traits, on ne peut pas utiliser la variance comme seule indication de diversité parce que ce serait la variance selon quel trait. Et donc, on va utiliser à la place l'entropie qui dépend du déterminant de la matrice de covariance. Donc, plus il y a de diversité selon chacun des traits, plus l'entropie sera élevée. Mais s'il y a une covariance élevée, par exemple, si toutes les espèces adaptées à une température élevée sont aussi adaptées à une irradiance élevée, les covariances réduisent un petit peu la diversité. Comme forçage, voici quelle est la physique de mon modèle. Donc à gauche, je représente la couche de mélange verticale. On va voir plus tard que c'est une grandeur très importante pour expliquer la diversité du plancton. Donc en hiver, j'ai mis en rouge toutes les couches de mélange qui sont à plus de 120 mètres, parce que ça correspond à peu près à la couche euphotique. Donc la plupart de l'océan est très bien mélangé en hiver, enfin pas jusqu'au fond, mais dans toute la colonne où le phytoplancton peut croître, il y a du mélange, sauf dans une bande près de l'équateur. En été, presque tout l'océan est stratifié, sauf dans l'océan austral, où il y a des vents très puissants et où même en été, il est rare que la profondeur de la couche de mélange soit de moins de 50 mètres. J'ai aussi montré en bas la médiane en fonction des mois de la profondeur de la couche de mélange, pour voir que vraiment, même s'il y a quelques mois d'été où il peut y avoir un peu de stratification, mais la majeure partie de l'année, l'océan austral est vraiment bien mélangé. Ce n'est pas le cas généralement des autres océans. Alors, les figures B et E, c'est l'irradiance, les photosynthetically active radiation, donc la quantité de lumière reçue en surface. Alors en hiver, il y a beaucoup de lumière à l'équateur c'est la nuit polaire dans les régions arctiques ou antarctiques. Mais en été, il y a à peu près la même irradiance en surface partout sur l'océan. Alors ça, c'est intéressant parce que les saisons de croissance du phytoplancton, c'est plutôt au printemps ou dans des régions plus polaires en été. Et donc, ben, c'est pas évident qu'il y ait une grande différence d'irradiance optimale en fonction de la latitude. Par contre, l'irradiance varie énormément en fonction de la profondeur, puisque dans toute la zone où le phytoplancton peut croître entre à peu près 0 et 100 mètres, il peut y avoir un facteur 100 d'irradiance solaire. Pour la température, l'histoire est un peu différente. Vous voyez qu'il y a de très grosses différences de température entre l'équateur et les pôles, quelle que soit la saison, et que par contre, les différences dans l'océan, les différences entre été et hiver ne sont, dans la plupart des régions, pas très marquées. Alors, j'ai aussi présenté ici la différence de température entre la surface et 100 mètres de profondeur.
Donc à l'équateur ou dans des régions stratifiées en été des latitudes moyennes, on peut avoir jusqu'à 10 degrés d'écart entre la surface et la base de la couche photique. Par contre, dans l'océan austral, il n'y a aucune différence de température. Et j'ai aussi mis pour expliquer des résultats à venir les gradients horizontaux de température. Vous voyez que dans certaines régions où des courants chauds rejoignent des courants froids, vraiment aux frontières entre des régimes subpolaires et subtropicaux. Par exemple, pas loin d'ici, à la frontière entre le Gulf Stream et le courant du Labrador, il peut y avoir des gradients horizontaux de température très élevés. Bien, alors il est temps de présenter les résultats de mon modèle. Donc d'abord, je vais présenter la diversité totale parce qu'il y a des données pour valider ça. Donc le modèle a été validé par les observations de la diversité taxonomique venant de la base de données Phytobase. Donc ça, c'est la figure A. Comme ces données sont surtout en surface, je les ai comparées aux sorties de mon modèle en surface. Et ben, le patron de diversité est quand même assez proche. Notamment en surface, on a des diversités maximales dans des latitudes moyennes, surtout dans l'hémisphère nord, et des minima dans l'océan austral ou dans les gyres subtropicaux oligotrophes. Il y a aussi une validation du modèle pour la production primaire totale à l'échelle mondiale et la pompe du carbone. Mais avec le modèle, on peut aller encore plus loin. On peut regarder la diversité intégrée sur toute la couche de photique. Donc c'est ce que j'ai appelé la diversité gamma. Donc c'est imaginer qu'on prenne un échantillon euh, en remontant de 100 mètres vers la surface. Donc on a un échantillon qui contient toutes les espèces de la colonne et on estime sa diversité. Et on voit qu'il y a toujours des maxima dans la latitude moyenne, mais on voit apparaître des maxima dans la bande équatoriale. Et on pourrait presque croire en les regardant que ces maxima sont dus aux températures élevées, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le voit pas en surface. Les maxima de diversité à l'équateur sont dus à la stratification. C'est ce que j'appelle alors comment traduire ça en français? La variabilité verticale qui arrive parfois jusqu'à 50%. Donc plus de 50%, ça veut dire qu'il y a plus de différence entre l'espèce dominante en surface et à 100 mètres qu'entre deux cellules tirées au hasard dans une couche donnée. Et donc, il y a une forte variabilité verticale aux basses latitudes. Donc, ce maximum n'a rien à voir avec la température. D'ailleurs, les gyres oligotrophes qui sont aussi chauds, voire encore plus que la bande équatoriale, ont beaucoup moins de diversité. Donc, si je fais des corrélations, la diversité gamma a une corrélation assez faible avec la température et a une corrélation bien plus forte avec la production primaire. Plus l'environnement est productif et plus il est divers. Et la profondeur de la couche de mélange, plus la couche de mélange est profonde, moins il y a de diversité. Et pour l'expliquer, il va falloir regarder la diversité de chaque trait, taille, irradiance optimale et température optimale. Alors commençons par la taille. C'est à cause de la taille que les environnements plus productifs sont plus divers. Alors, notre modèle est totalement en accord avec les connaissances que nous avons, enfin que j'ai en tout cas. Les cellules de plus grande taille sont favorisées aux hautes latitudes,
en rouge et les cellules de petite taille aux basses latitudes, particulièrement vers une vingtaine de degrés nord ou sud, dans les régions très oligotrophes. Mais ce qu'on observe aussi de manière intéressante, c'est que les régions où il y a de grandes cellules ont aussi une grande diversité de taille, tandis que les gyroligotrophes ne contiennent presque que des cellules de petite taille. Alors, ça s'explique par la compétition pour les nutriments. Dans des régions où il y a extrêmement peu de nutriments, seules les petites cellules, avec leur rapport surface sur volume très élevé, peuvent survivre. Ce sont des cellules qui ont des besoins en nutriments plus faibles et qui éliminent toute la concurrence. Mais quand il y a, entre guillemets, suffisamment de nutriments pour tout le monde, des grandes cellules peuvent se développer sans pour autant éliminer les plus petites. Alors avec notre modèle, on peut aussi chercher quel est le mécanisme qui permet à toutes ces cellules de coexister. Et le modèle montre que la circulation océanique n'a presque aucun rôle pour la distribution des tailles. Ce qui permet à ces espèces de coexister, c'est le broutage préférentiel, c'est que les diatomées et les cyanobactéries n'ont pas les mêmes prédateurs. Alors ça, c'est ce qui leur permet de coexister, mais ce n'est pas ce qui explique pourquoi certaines régions sont plus diverses que d'autres, parce que le broutage préférentiel, il y en a toujours. Ce qui explique que les gyroligotrophes soient très pauvres, c'est vraiment la plus forte compétition qui existe pour les nutriments. Maintenant, passons au deuxième trait, l'irradiance optimale. Alors ce trait-ci suit des règles complètement différentes. Alors d'abord, le modèle ne représente pas une très grande variabilité d'irradiance optimale entre l'équateur et les pôles. Alors à moins d'aller vraiment très près des pôles. Ce qu'on a plutôt, c'est que l'irradiance moyenne est assez peu variable. Et par contre, la variance dans une colonne d'eau est beaucoup plus forte près de l'équateur. Dans des zones équatoriales, il y a en surface des phytoplanctons adaptés aux très fortes irradiances et au fond de la colonne d'eau, des phytoplanctons adaptés à des irradiances beaucoup plus faibles. Alors, un exemple qu'on peut prendre et qui est conforme aux observations, c'est Prochlorococcus. On sait qu'il existe des écotypes de forte irradiance et de faible irradiance chez ce groupe qui est essentiellement tropical. Et les Prochlorococcus de basse irradiance, qu'on retrouve vers jusqu'à 100 mètres de profondeur dans des régions tropicales très stratifiées, ont des irradiances optimales qui sont extrêmement basses, qui sont parmi les plus basses observées. Et par contre, à l'autre extrême, si on est dans l'océan austral, la couche euphotique est complètement mélangée. Donc il est impossible pour une espèce donnée de s'adapter à une profondeur donnée. Elle doit s'adapter aux conditions moyennes de la colonne. Et la plupart de l'océan vit dans un régime intermédiaire où il y a de la stratification seulement une partie de l'année, ce qui permet une forme limitée de sélection en fonction de la profondeur. Donc pour ce trait, c'est vraiment la spécialisation verticale qui explique, qui est à la fois le principal mécanisme de coexistence entre des espèces ayant des irradiances optimales différentes et qui va expliquer la différence entre l'équateur stratifié et des régions mieux mélangées. Enfin, passons à notre dernier trait, la température optimale. Pour ce qui est de la température optimale moyenne, c'est assez simple. Plus une région de l'océan est chaude, et plus le phytoplancton s'y adapte à des températures élevées. Point barre, il n'y a presque rien d'autre à expliquer et on s'en doutait un peu.
Mais curieusement, pour la diversité, c'est-à-dire la capacité d'espèces adaptées à des températures différentes de coexister, le patron dessiné par la température optimale le plus complexe de nos trois traits. Alors, il y a des maxima équatoriaux qui ont la même explication que pour l'irradiance optimale, c'est-à-dire il fait plus chaud en surface qu'à la base de la couche de photique, donc il y a des espèces différentes. Mais il y a aussi des maxima de latitude moyenne, voire polaire, dont l'explication est tout autre. C'est le mélange horizontal qui en est à l'origine. Par exemple, si on se place ici, vous avez le courant du Labrador qui amène des eaux froides vers le sud, le Gulf Stream qui amène des eaux chaudes vers le nord. On est dans une région où des courants qui viennent de la région polaire et des courants subtropicaux convergent. Et donc, dans cette zone de convergence, il y a coexistence d'une grande variété de phytoplancton. Alors, de manière intéressante, hein, pour la dimension verticale, moins il y a de mélange, plus il y a de diversité. Parce que s'il y a trop de mélange, tout le monde doit s'adapter aux conditions moyennes. Mais sur la dimension horizontale, il n'y a jamais trop de mélange. Il y aura toujours des espèces qui s'adaptent au froid polaire ou à la chaleur tropicale. Et par contre, il y a des points chauds de diversité, là où il y a du mélange horizontal entre des eaux subpolaires et des eaux subtropicales. Et donc, pour conclure, je vais faire 3 commentaires. D'abord, chaque dimension de la diversité du phytoplancton a sa propre distribution. Donc, parler de diversité du phytoplancton de manière englobante est toujours une simplification parfois excessive. Par exemple, la taille est plus diversifiée dans les régions des hautes latitudes qu'à l'équateur ou sous les tropiques. Et ce qui va maintenir la coexistence de classes de taille, ça va être le fait d'avoir des prédateurs différents. Mais pour l'irradiance optimale, la distribution est presque l'inverse. Il y a plus de diversité d'irradiance optimale à l'équateur à cause de la stratification. Le deuxième commentaire, c'est que la diversité fonctionnelle n'est pas directement contrôlée par la température. Par exemple, dans des eaux à l'équateur, il fait chaud, il y a beaucoup de diversité, mais dans les régions subtropicales, il fait aussi chaud, il y a peu de diversité. Et d'ailleurs, d'un point de vue mécanistique, la température accélère le broutage et les mutations, mais elle accélère aussi l'exclusion compétitive. Donc il n'y a pas de raison que ce soit le facteur dominant qui explique la carte de diversité. Et enfin, le dernier commentaire est peut-être un peu plus complexe. On a vu que dans certaines régions, il peut y avoir toute la gamme de taille des grandes diatomées à Synechococcus et où toutes les gammes d'irradiance optimale des Prochlorococcus écotypes de haute lumière et basse lumière. En revanche, dans chaque région donnée, le phytoplancton s'adapte souvent à une gamme assez restreinte de température. Ça, c'est assez logique puisqu'il y a une très forte variabilité de température entre l'équateur et les pôles, mais souvent dans une région donnée, entre l'été et l'hiver ou entre la surface et 100 mètres de profondeur, les différences de température sont plus faibles. Il n'y a pas 30 degrés d'écart entre l'été et l'hiver dans l'océan, la plupart du temps. C'est pour ça que la température optimale est le seul trait qui est sensible à la circulation horizontale. Si on mélange par des courants horizontaux des communautés ayant des tailles ou des irradiances optimales différentes, ça ne va pas vraiment changer leur composition.
Et ça veut dire que dans un contexte de changement climatique, c'est vraiment les changements de température qui vont poser le plus de problèmes d'adaptation à chaque espèce de phytoplancton. Et on peut se demander si ces espèces vont devoir migrer vers les pôles ou si leurs mutations, justement, vont leur permettre de s'adapter assez rapidement pour rester dominantes dans leur région d'origine. Et ça, ce sera la direction future de notre groupe de recherche. Je vous remercie pour votre attention. Je prends vos questions et si vous n'en avez pas, j'ai moi mes questions sur mes sorties du modèle. Mais d'accord, d'abord, je vais écouter vos questions. Merci beaucoup, Guillaume. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez lever la main, soit dans la salle ou soit dans le chat ou oralement à distance. Donc, oui. Maxime? Aux diapositives 10 et 13, on voit que la diversité gamma est plus élevée dans la mer de Barents que dans la baie de Baffin. Est-ce que vous avez une explication? Alors, les points chauds de diversité, ici, alors, on va voir si... Est-ce que c'est aussi le cas pour 10? Oui. Donc, en fait, je pense que l'explication... est vrai que je ne me suis pas beaucoup concentré sur les régions polaires, hein, je le reconnais, mais ici, ça vous intéresse tous. Pour moi, l'explication, donc je pense que ça vient de la température optimale. L'explication, c'est qu'en mer de Barents, c'est une région, si vous regardez la circulation d'abord du Gulf Stream, puis du courant de l'Atlantique Nord, il va d'abord vers l'est, puis il remonte le long des côtes de la Norvège. Donc il y a un courant relativement chaud qui arrive dans la mer de Barents et qui rencontre des eaux froides. C'est pour ça qu'il y a forcément le courant chaud qui dérive du Gulf Stream. Il apporte du phytoplancton adapté à des températures plus élevées que celles habituelles de l'Arctique. Ce courant va mélanger ce plancton avec du plancton arctique et donc il va y avoir coexistence d'un plus grand nombre d'espèces quand baie de Baffin ou de ce que j'en sais, il y a moins d'influence de l'Arctique, il y a moins de courant chaud qui peut s'introduire en baie de Baffin. Moi, j'aurais une autre question. Et c'est au sujet du broutage différentiel. Oui. Je me rappelle que dans l'article de Dudkiewicz et al. 2024, si je me rappelle bien, il n'est pas question de ce mécanisme-là. Il y a les multiples nutriments limitants qui permettent la diversité, le broutage dépendant de la taille. Il y a deux types le niveau trophique supérieur, c'est-à-dire la carnivorie, puis aussi deux types de broutage partagé. Donc, le broutage différentiel, est-ce que ce serait un nouveau mécanisme qui permettrait la diversité? Bon, je vais reconnaître une chose, le broutage préférentiel, c'est une manière simplifiée, conceptuelle, de représenter ce que vous avez en fait déjà dans votre modèle si vous avez 10 ou 16 espèces de zooplancton. À savoir que tous les zooplanctons ne vont pas brouter les mêmes proies. Et donc, a priori, s'il y a une espèce de phytoplancton qui est dominante, c'est le zooplancton qui broute ce phytoplancton-là qui va être le zooplancton dominant. Et du coup, le phytoplancton dominant sera plus brouté que ses concurrents. Le broutage préférentiel, c'est simplement une manière de représenter ça dans un modèle où j'ai que une seule classe de zooplancton. C'est une paramétrisation. Et ça a été développé à l'origine, pour le zooplancton en tout cas, par Sergio Vadina, qui était mon encadrant dans ce projet. Alors l'intérêt de cette paramétrisation, c'est que on n'a pas à suivre l'abondance de ces espèces différentes de zooplancton. Et donc ça fait moins de choses à vérifier quand on fait tourner le modèle. Moins de causes de plantage possibles. Après, j'avoue que c'est moins réaliste que d'avoir réellement
toutes les classes de zooplancton représentées correctement. Merci, ça répond à mes questions. J'ai pas d'autres questions. À un moment, tu présentes une relation entre la PP et la couche de mélange, que c'était des trucs que l'un augmenterait la productivité versus, mais en fin de compte, quand les deux, quand tu as une augmentation de la PP, tu as souvent une augmentation de la MLD pour pouvoir avoir des nutriments en plus. Oui, Donc c'est un peu contre-intuitif comme résultat. oui, je suis d'accord. Et je suis content. Je crois que depuis que j'ai fait cette présentation, vous êtes le premier à avoir remarqué que c'était contre-intuitif. C'est... ou à l'avoir fait remarquer. Alors, c'est vrai. Parce que aussi, il y a l'autre élément, c'est que tu montres que la MLD, plus elle est forte. Donc, plus la stratification est forte, plus tu as de la diversité. Si tu considères que tu as de la stratification verticale et tu as une spécialisation verticale, mais c'est pas ce que tu vois dans ton modèle, c'est que tu as besoin de deux paramètres combinés pour pouvoir avoir une biodiversité forte. Voilà. Je comprends bien. Alors, en fait, c'est vrai qu'on s'attendrait à ce que les deux soient corrélés positivement. Par exemple, on sait bien que dans les moyennes ou hautes latitudes, il y a plus de mélange et plus de productivité que dans les régions tropicales où l'absence de mélange fait qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments et donc pas beaucoup de productivité. Néanmoins, Même dans les zones tropicales, c'est le même pattern. C'est que plus tu as du mélange, plus tu as des phénomènes de renouvellement nutritif qui te permettent de maintenir une PP. Et généralement, la PP n'est pas reliée forcément à une forte biodiversité, mais à des effets. c'est pas si évident que ça parce que, par exemple, là où il y a le plus de stratification, donc des couches de mélange peu profondes, c'est surtout dans la bande équatoriale. Alors c'est ce que me dit mon modèle de physique, mais c'est aussi ce que j'ai aussi des articles d'observation qui disent la même chose. Et c'est pas une région si peu productive que ça. Et en fait, les upwelling, qui sont souvent les régions les plus productives dans les basses latitudes, peuvent être très stratifiées. C'est de l'advection verticale qui amène les nutriments. C'est pas forcément de la diffusion. Ben, si tu considères l'advection verticale, ben oui, c'est des remontées d'eau. Donc oui, il y a des effets de poiling où tu Oui. vois vraiment des remontées d'eau profonde en surface et après c'est repris, c'est transporté vers l'ouest suivant les vents Ouais. liés à des phénomènes. Et inversement, les régions subtropicales très oligotrophes ont parfois, de manière surprenante, des profondeurs de couches de mélange plus élevées que les upwelling. Mais en fait, comme ces gyroligotrophes ont souvent des downwelling, et c'est là que se forment les eaux centrales, c'est pas si étonnant. Mais comme c'est un downwelling, il amène vers le bas des eaux qui sont pauvres en nutriments. Donc, il y a une couche de mélange qui peut être de 100 mètres en hiver, mais c'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de nutriments. Comment tu définis dans ton modèle la couche de mélange? Alors, par défaut, le MIT GCM l'a défini avec un critère de température. Euh, c'est un seuil de, je crois, 0,8 degrés. Et donc, dans les upwelling, elle peut faire 25 degrés en surface et beaucoup moins à 100 mètres de profondeur. Et dans ces gyres oligotrophes, peut y avoir 26, 27, 28 degrés sur tous les 100 premiers mètres. Donc, si on se regarde seulement la zone tropicale, il n'y a pas vraiment de corrélation positive entre production primaire et profondeur de la couche de mélange. Que les apports de nutriments se font de manière advective par les upwelling. Mais quand j'ai vu ça, j'ai aussi été surpris. Je pense que c'est sur la définition de la couche de mélange, parce qu'une couche de mélange, c'est généralement associé à une différence de densité. Et que si, généralement, c'est de savoir la densité de surface versus une différence de densité à une certaine profondeur. Et dès que tu dépasses un seuil de 0,03 ou 0,1, on considère que la couche de mélange est mélangée. Et c'est peut-être
Bah, la densité qui drive les différences entre qui drive la température ou la alors, salinité dans ton modèle au niveau de je pense que dans ces régions, c'est surtout la température qui drive les différences de densité, donc ça ne devrait pas être très différent. Mais en fait, le fait d'avoir ce résultat contre-intuitif, c'est puissant. Si j'avais deux paramètres explicatifs qui étaient eux-mêmes très corrélés entre eux, ils seraient redondants l'un avec l'autre. Avoir deux paramètres explicatifs qui ne sont pas corrélés, voire qui sont corrélés dans l'autre sens, ça veut dire qu'avec ces deux paramètres, on peut expliquer beaucoup de choses. Je vois qu'il est presque midi. Oui. On va mettre fin à la conférence. Donc, je vous remercie encore une fois. Et puis, merci d'avoir été présent.